Salut Robert. Bonjour Lucie. C'est parti. Ben oui. J'ai encore les yeux mouillés parce que tu viens de me faire pleurer. Je sais que tu Ouais, veux, tu veux qu'on parle de mon voyage, du fait que je suis en Suède, mais je veux quand même partager aux autres ce dont on parlait tout à l'heure. Tu parlais du décès de Thich Nhat Hanh, tu dis? ouais, Thich Nhat Hanh qui est pour moi, tu sais, c'est drôle, hein, parce que je dis souvent, moi, j'ai mal à mon père, hein. J'ai passé ma vie à avoir mal à mon père parce que j'ai eu un père absent et puis malade, psychiatrisé, puis bon, alors il a fait ce qu'il a pu, il a fait de son mieux, puis je lui suis reconnaissant de ça. Mais c'était pas le petit gars, c'était pas ce dont il avait besoin. Le petit Robert, c'est pas ce dont il avait besoin. Et puis, alors, je me suis cherché des pères substituts, là, quasiment. Là. Tu sais, j'ai passé ma vie à travers des gens que j'ai rencontrés. Mais c'est ça le beau côté, hein, quand j'en ai rencontré qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé. Moi, j'ai voulu devenir un religieux, hein, un Ah frère. oui, Je voulais c'est faire un vrai. frère. Ben oui, ça, c'est avant que les hormones me pognent. Oui, parce qu'à l'école à l'école où j'étais, c'était des frères qui étaient là. Hein. Ah, Et OK. puis les enseignants, ça fait que je trouvais que c'était beau l'enseignement, puis j'aurais voulu être enseignant. Puis en tout cas, je suis allé au Collège Saint-Césaire à l'époque, et puis bon, il y avait là un jeune frère là, tu sais, qui est devenu missionnaire par la suite, mais tu sais, bon, c'était pas des grosses classes, on était 13-14 et puis on allait souvent à l'école buissonnière. Alors, ils nous faisaient sortir par la fenêtre, là, tu sais, puis on Ah partait, oui. là. On, par- on partait dans son truck, là, dans le bois, on allait voir les fleurs, on faisait des dessins des fleurs. C'était extraordinaire. Hein? Oh. C'est un homme absolument magnifique. Et puis, je suis encore en contact avec lui. Il demeure à Matane maintenant. Et puis, il est rendu à 80 quelques années. Mais tu sais, ça a été pour moi un mentor. Ça a été pour moi une belle image d'un homme bienveillant, fort. Puis, il a lâché, comme il a défroqué comme bien des religieux du moment, là, OK. de l'époque. Et puis, bon, alors, lui, c'en est un. Et puis envers lequel j'ai une gratitude infinie. Puis j'ai été là avec lui un an, mais ça m'a donné, je ne sais pas quoi, un beau modèle d'homme à suivre. Et puis je voulais devenir à l'époque là, un missionnaire, moi aussi. Ouais, tu sais comment. Mais bon, des fois, je me vois le dimanche matin, je rencontre les docteurs, des docteurs de 10 heures à midi, puis je me dis, tiens, je suis devenu une sorte de Exact. curé. Ben, puis là, tu parles des groupes de soutien que vous avez Les groupes de entre vous soutien à de Réinfo Réinfo COVID. COVID. De Exact. Réinfo COVID. C'est Thich Nhat Hanh, ben, ça a été, moi, je l'ai appelé mon père spirituel. Tu sais, ça a été, quand j'ai rencontré Thich Nhat Hanh, pour moi, je tombais en amour avec lui. Véritablement. Tu sais, Puis j'ai eu la chance d'être en contact avec lui plusieurs fois, mais pas direct, parce que quand tu vas avec Thich Nhat Hanh, tu sais, il y avait des foules. Tu sais, j'étais allé aux États-Unis, et puis mais il y avait 3000, 4000 personnes là, tu sais, qui suivaient ces rencontres-là. En fait, puis il venait avec une centaine de moines. Et puis ce que je te racontais, c'est que c'était pas juste sa présence à lui, c'est sa présence qui imprégnait tous ces moines, sa tranquillité, sa paix, sa gentillesse. Puis de voir comment. Puis il a passé à travers la guerre du Vietnam, hein, il a été dans Boat People, il est allé à Singapour, il a fait de la désobéissance civile. Ça m'a tellement T'as inspiré. inspiré que des fois, il faut savoir désobéir. Pas pour désobéir, mais pour secourir les gens. Parce que des fois, les décisions qui sont prises, ils sont prises, on veut vivre en vase clos, se protéger des autres. Lui, il dit, hey, il faut accueillir les gens qui sont sans terre, là, qui sont sortis d'un pays où c'était la guerre au Vietnam, c'était l'enfer sur terre.
Et puis, Thich Nhat Hanh, qui était en nomination pour le prix Nobel de paix par Martin Luther King en 67. Et il était venu, il est sorti de son pays pour aller dire, il faut que ça arrête tout ça. Là. Ça n'a aucun sens, cette guerre, là, qu'est-ce que c'est ça? Là? Pourquoi on fait ça? Est-ce qu'on connaît les gens? Est-ce qu'on connaît ce peuple-là? Mais non, on voit que c'est le communisme contre le capitalisme, puis des guerres de fous là, par des gens qui sont dans des bureaux lambrissés, là, qui sont à Washington, qui prennent des décisions, qui envoient des jeunes se faire tuer dans des... Mais c'est complètement débile, Puis Thaï était venu pour faire des accords de paix, pour dire qu'est-ce qui se passait. Là. Puis il y avait, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait eu un moine qui s'était immolé. Il s'était assis en position de moine. Il a mis le feu. Et puis, écoute, il flambait. Puis il est resté assis. Dans cette zénitude pour la cause. C'est inimaginable pour montrer au monde. Mais ça n'a pas de bon sens ce qui est en train de se produire là. C'est comme... Puis ce n'était pas un geste de violence pour lui, c'était un appel à l'aide. C'était... Alors, de la souffrance, il y en a sur la planète. Et puis, comment on fait face à la souffrance? Et Thaï, ça a toujours été ça. J'allais dans des retraites de méditation, puis je te racontais qu'une fois, je m'étais assis pour manger, et puis il y avait en face de moi un moine, un de ses disciples, hein? Et puis j'ai ressenti son amour. C'est fou, hein? J'en parle, puis... Sentir l'amour de quelqu'un. Il ne me connaît pas, lui-là, Mais j'ai eu des frissons. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai senti sa bienveillance. C'est comme ça que je veux devenir. Oui. C'est comme un jour, on va mourir, tout le monde. Hein? C'est pas ça la question. C'est sur ma pierre tombale, j'aimerais, si jamais j'en ai une, je vais dire aux enfants, mettez-moi pas de pierre tombale, là, j'aimerais t'oublier. Et si jamais ils m'en mettent une, j'aimerais que ce soit inscrit C.J. Robert, le bien-aimé. Pas E, accent aigu, E-R, bien-aimé. Parce que être aimé, ça ne dépend pas de nous autres, ça dépend des gens qui sont aimants, qui sont aimables. Puis il y a des gens qui sont aimants et aimables dans le monde. Puis moi, on dit que ça fait du bien. Puis quand tu rencontres ça, tu es touché par cette énergie-là. Ça te transforme. Il ne me connaissait pas, mais je sentais dans son regard qui m'avait touché. Puis j'ai pris après ça les 5 entraînements, les 14 entraînements à la pleine conscience. Et puis mon nom de Sangha, le premier, c'était Ruisseau aimant du cœur. Oui, Ruisseau aimant du cœur. C'était beau, hein? C'est beau. C'était poétique, il donne un nom, là, Ruisseau aimant du cœur. Puis j'étais fier de mon nom, là, c'est comme, à un moment donné, j'ai pensé au Dalai Lama. Puis lui, son nom, c'est Océan de compassion. Puis moi, je suis Ruisseau aimant du cœur. Oui, mais t'étais en chemin, Ça me dit, je pars de loin en maudit. Alors je partais de loin, mais il y avait une fraîcheur. Il y a une fraîcheur dans un ruisseau aussi, puis le ruisseau, c'est ça qui mène à la rivière, puis la rivière mène au fleuve, puis le fleuve mène à l'océan. C'est un long chemin. Exactement, ben oui. Alors, puis après ça, quand j'ai pris les 14 entraînements, quelques années plus tard, c'était à la pleine conscience. Il y a un nom, puis là, c'était Vraie joie de la Sangha.
Ah, Je me c'est suis ton dit, nouveau nom, ça? c'est un Ah autre oui, nom là, qu'il te donne. Là, tu sais. Alors, Vraie OK. Joie, mon nom, c'était Vraie Joie de la La Sangha. Sangha. Alors, Ah oui. être porteur de joie, tu sais. Et puis, c'est vrai que je suis d'une nature joyeuse C'est aussi. vrai. Mais je n'ai pas que ça, tu sais. C'est comme des fois, les gens, les gens me voient sous mon angle joyeux, léger, puis j'essaie d'être ça, mais des fois, je suis indigné, Je ne je vois suis pas en d'app mood. pour ça. Vous allez devoir en télécharger une. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un qui m'a répondu, là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce quel piton j'ai pesé. En tout cas, c'est peut-être Thierry. Tu es en conversation avec une femme, Robert, pendant qu'on parle. En tout cas, il y a des voix. Je ne suis pas psychotique, là. Il y a eu une Non, voix qui nous a parlé. Hein? on l'a entendu nous aussi, c'est pas Ah, juste OK. toi. Ça me rassure. Bon, on va voir Alors, si tu vois, elle veut dire autre chose. c'est comme un chemin de vie, le chemin de la sagesse et de la compassion. Puis dans le bouddhisme, c'est les deux ailes. Juste la sagesse, c'est trop logé là. Juste la compassion, c'est trop logé là. Tu peux faire une. Alors, ça prend les deux. C'est comme les deux ailes de l'oiseau. Tu Ah oui. as juste la sagesse, pas de compassion. Juste la compassion, pas de sagesse. Tu as des limites aussi. Il faut les reconnaître, il faut les accepter. C'est tellement une pratique extraordinaire. Si tout le monde avait. C'est pas juste une pratique, c'est comprendre l'esprit humain. Quand j'ai commencé, je me suis intéressé à la thérapie cognitivo-comportementale, comme médecin, comment faire pour aider les gens, à part les pelules. Là. Moi, les pelules, à un moment donné, j'ai vu les limites de ça. Je me suis dit, non, non, on handicape bien du monde en leur donnant des pelules. Il faut les aider, les habiliter, leur développer leur conscience, leurs compétences. Qu'est-ce qui se passe vraiment là, dans vos vies pour amener ce résultat-là? Mm. C'est ce que tu as fait toi aussi, hein? La psychologie positive, c'est de dire comment on fait pour nourrir le bon, arroser les bonnes graines à l'intérieur de nous autres. Mm. Et puis, mais là, quand j'avais lu sur la thérapie cognitivo-comportementale, après ça, je suis venu en contact avec la sagesse bouddhique. Je me suis dit, hey, eux autres, là, ça fait 2600 ans qu'ils observent l'esprit humain. Et nous autres, ça fait à peu près 100 ans là, avec Freud qui a commencé. En tout cas, Oui. quelques psychologues là, qui ont commencé à. On a-tu des choses à apprendre d'eux autres? Mm. You bet. Mm. Alors, ça a été pour moi quelque chose de très humbling, comme on dit en anglais, humbling. Tu deviens humble. Hein? Tu dis, mon Dieu, qu'il y a des sagesses ancestrales. Quand j'ai lu sur les stoïciens aussi, là. Tu sais, il y a du monde brillant qui nous ont précédés. Mm. Ils nous aident, ils nous inspirent, ils nous guident. Et on est assis sur des épaules de géants qui nous ont précédés. T'en es une, toi aussi. Comme c'est bien dit, mais c'est vrai que c'est comme si tu as replongé, toi, dans ta démarche professionnelle, replongé dans les écrits d'avant, dans ces maîtres spirituels qui avaient une connaissance de l'être humain plus holistique que, par exemple, tu parles de la thérapie cognitive comportementale qui est très ciblée dans le comportement, dans le cerveau. Puis c'est ça que t'inspires aujourd'hui. Tu sais, tu parles d'être missionnaire, d'être enseignant, bien, tu en es devenu un. À travers ce qu'on vit là, tu es un enseignant. Tu enseignes, mais pas comme on voit le professeur à l'école. Tu enseignes plus par ta qualité de présence. Puis Mais toi aussi, ce qui nous a... je te renvoie ça. Là. Mais ce qui nous a touchés tantôt, c'est justement ton exemple d'amour. Puis tu parlais de Thich Nhat Hanh qui arrivait pas seulement comme un seul être, mais avec sa communauté de 100 moines. Puis Ouais. ça m'éclaire en ce moment parce qu'on est au Québec, on est touché par ce qui se passe avec le convoi, les camionneurs qui se mettent ensemble, puis toute une partie de la population qui se mobilise autour de ce geste-là, ce geste d'affirmation qui est pacifique. Hein? Il n'y a pas de violence dans ce convoi. Alors, je trouve qu'il y a des liens à faire. C'est porteur de bienveillance, ce geste-là.
Puis la puissance derrière l'union de plusieurs personnes, c'est à la fois touchant puis c'est très fort. Ah, écoute, c'est tellement miraculeux aussi, là, parce qu'on a quand même des moyens pour faire face à l'agression, dans le fond. Tu sais, c'est comme il y a des agressions qui sont dirigées actuellement vers ceux qui ont fait le choix, conscient ou pas, peu importe la motivation, de ne pas s'exposer à l'injection. C'est le choix que j'ai fait. Pour le moment, j'insiste là-dessus. Je ne suis pas un anti-vax. Je me suis vacciné contre l'hépatite, name it, là, diphtérie, tétanos, coqueluche, comme à peu près tout le monde. Là, la variole, notre vaccin qu'on avait là, à l'époque, là, 6 ans. Là, et puis, donc, je ne peux pas me qualifier. Puis quand j'entends les anti-vax, parce qu'on a décidé d'utiliser le principe de précaution, il y a des gens, ils ont peur du virus. Moi, j'ai peur du vaccin. Je n'ai pas tellement peur du virus. Je ne dis pas qu'il n'est pas dangereux, là. Je dis qu'il y a probablement un danger si tu es déjà très malade, puis peut-être qu'il peut y avoir. Mais moi, dans ma situation, je ne me voyais pas me faire injecter ça, cette substance-là. Puis l'insistance, l'obsession avec laquelle je n'ai jamais vu ça. Tout de suite, ça me hein, j'ai souvent parlé de mon détecteur de bullshit là, qui s'allume là, dans ce temps-là. Pourquoi cette obsession-là? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre que je ne comprenais pas a priori. Je commence à comprendre 2-3 affaires. Tu comprends mieux. Ouais. Je commence à comprendre un peu mieux qu'actuellement, en tout cas, ce n'est plus une crise sanitaire et c'est pas là que ça se joue. C'est une crise politique, c'est clair pour moi. Alors, ça prend des moyens politiques. Puis, tu sais, c'est drôle, hein, parce que j'ai fait à un moment donné, moi, je dis souvent, l'idée d'agir, je parle des 3 cercles, là, je connais la prière des oh mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce que je peux et la sagesse de faire la différence entre les deux. Là. Pour moi, tout est là-dedans. Là, c'est comme la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer. Fait que, moi, j'aime bien ça, dessiner des fois. Quand j'animais mes ateliers, j'avais mes 3 cercles. Le cercle du centre, le cercle de contrôle, le cercle après ça, le cercle d'influence, puis après ça, le cercle d'impuissance. C'est des choses, ta génétique, par exemple. Tu viens au monde, tu es un gars ou tu es une femme. Jusqu'à maintenant, on ne changeait pas ça. Ça oriente pas mal ta vie, là, dépendant des contextes et des époques. Si tu viens de femme au Moyen Âge, ben, tes choix sont limités, mettons. Là. C'est comme aujourd'hui, il y a plus de possibilités. Mais de toute façon, tu viens au monde, tu hérites de ça. C'est pas toi qui as choisi ça. Tu as les yeux bleus, tu es blanc ou tu es noir ou tu es. Bon. Tu as ta génétique, tu as toute ton histoire, tout ton passé, tout ton avenir. C'est des choses sur lesquelles tu n'as pas de pouvoir sur l'avenir. Tu peux le préparer dans le présent, mais il t'échappe quand même. Moi, j'ai préparé ma retraite, mais je ne savais pas que je n'étais pas vivre ça dans ma retraite, comprends-tu? Oui, c'était pas prévu, ça, oui. C'était pas prévu à l'agenda, mais ça fait partie de consciemment, en tout cas. qui nous échappe, sur lequel on a un certain pouvoir. Donc, j'essaie de dire aux gens, essayez d'être dans votre cercle de contrôle. Passez du temps dans votre cercle de contrôle. Ça, c'est la conscience, c'est le présent, c'est le lien, c'est la relation, c'est les attitudes, c'est les perceptions, c'est les compétences qu'on peut développer, relationnelles, etc. Puis, je suis toujours en train d'apprendre là-dedans. Je suis toujours en train de m'excuser d'avoir trop parlé, ou je ne sais pas quoi. C'est comme... mais là, quand on est en lien, on est dans quelque chose. On est dans quelque chose sur lequel on a du pouvoir, tu comprends? Ouais. On est touché par la présence de l'autre.
On est rempli, on est plein de la présence de l'autre. Et là, on nous dit, venez-vous loin de l'autre. Mais ça tue notre humanité. Être humain, c'est être en lien. On est des êtres de lien. Il faut prendre soin de nos liens. Il faut être là, la tête, le cœur et le corps à la même place avec une personne. Tu disais comment c'est violent, là, cette agression à l'égard de ceux qui ont fait le choix de ne pas être injectés. Puis je parlais dernièrement avec des gens qui sont au Québec, là, comme toi, puis je me rendais compte, puis confirme-moi, c'est la même chose de ton côté, que ce lien-là, c'est comme s'ils auront beau tout faire ce qu'ils peuvent. Il y a quelque chose d'intouchable. J'entendais des gens qui sont double et triple injectés, là, concrètement, puis ils me disaient, ben, on en est venu à faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avant, c'est qu'on a triché. C'est-à-dire qu'on a invité des gens à la maison, des amis, les amis des enfants, parce que c'est important d'être en relation. Puis là, je me disais, tu sais, c'est des gens hyper respectueux de tout le narratif du gouvernement et malgré tout, ils ne l'ont pas respecté chez eux. Alors, je ne sais pas si tu observes la même chose de ton côté. J'ai l'impression qu'il y a seulement une toute petite partie de la population qui n'ont pas triché, qui ont vraiment là, obéi à la lettre, même dans leur foyer. Puis ça me fait tellement plaisir, Robert, plus que n'importe quoi, parce que ça nous prouve que ce qui est fondamentalement humain, c'est préserver, puis qu'ils ne peuvent rien contre ça. Ils peuvent nous maganer, ils peuvent nous... C'est comme si on a bien des bleus, là. On s'est fait rentrer dedans, c'est injuste ce qui se passe, c'est violent, mais il y a quelque chose de plus fort que toutes ces lois-là, ces décrets, ces jugements qui sont portés les uns envers les autres. Puis je me disais même à un moment donné, quand on m'a jugé, moi-même, quand on m'a jugé d'avoir désobéi, comme tu disais, là, être dans la désobéissance civile, je me disais, je crois qu'ils cherchent un bouc émissaire pour se pardonner eux-mêmes de ce qu'ils n'arrivent pas à faire chez eux, c'est-à-dire obéir à la lettre. Puis je leur pardonne. Si c'est ça qui peut les aider à se pardonner eux-mêmes, je ne sais pas si tu comprends, d'être humain, puis de rester dans cette préservation du lien. Alors, est-ce que tu observes ça, toi, que malgré tout, l'humanité est préservée? Ah oui, ah oui. Moi, en tout cas, je n'ai jamais perdu mon humanité. Comme... Chez vous, hein, c'était... Je continue à faire des erreurs. Non, mais je rencontre des gens, je ne suis absolument pas les règles. C'est comme, on a des règles très simples, très simples et très saines. S'il y en a un qui est malade, ben, on ne se précipite pas. On lui demande de respecter, de se respecter puis d'éviter le contact, de transmettre. Mais en même temps, je suis très conscient que je vais venir en contact inévitablement un jour ou l'autre. Peut-être que probablement je suis venu en contact avec le virus. Je ne peux pas imaginer que je ne suis pas venu en contact avec ce virus-là, une forme ou une autre, un variant ou l'autre. En tout cas, je n'ai rien eu depuis 2 ans. Puis j'en ai embrassé du monde, j'en ai rencontré. Du monde ne jamais empêché de voir du monde. Puis mes petits-enfants, ils ont été malades des fois. Puis bon, je les ai embrassés pareil. Puis ils m'ont bavé d'en face pareil. Puis je n'ai pas rien eu. Tout à l'heure, je te posais la question, Robert, parce que tu es mieux placé que moi pour le savoir, mais il me semble que cette idée-là de se protéger est un peu illogique pour des maladies qui sont bénignes, c'est-à-dire que tout le monde a acheté l'idée que pour préserver la santé publique, il fallait s'isoler. Mais dans ma tête, ce n'est pas le contraire. C'est si je veux que mon système immunitaire se renforce, je n'ai pas avantage à être en contact avec la maladie bénigne pour développer mes anticorps. Dis-moi. La prévention, ça peut aller loin. Hein? C'est éviter d'être malade. Ben, éviter d'être blessé. Éviter d'avoir de la peine. Éviter de ressentir. Pourquoi pas? À un moment donné, on va se transformer en robot. Être malade, ça fait partie de l'expérience humaine. Avoir mal, ça fait mal vivre. C'est une information, avoir mal, c'est une information. C'est une information capitale.
Les gens, d'ailleurs, qui n'ont pas de sensibilité, là, il y a des gens, ils meurent. Ils meurent parce qu'ils ne savent pas ce qui fait mal et ce qui ne fait pas. Tu sais, quand tu mets la main sur le poil, tu te dis, aïe, aïe, donc, chose. Tu sais, la sensibilité est là pour nous dire, oups, attention. Là. Nous informer comment... Physique et mental aussi, tu sais. Exactement, ça nous informe sur comment on peut vivre et s'adapter dans ce monde extérieur à soi. Alors, éviter à tout prix ça, c'est complètement illogique. Complètement illogique. Puis c'est complètement... Puis ça t'enseigne rien. Il faut que tu fasses l'expérience directe. Puis quand tu fais l'expérience directe, comme quand quelqu'un fait un burn-out, une dépression, j'appelle ça, moi, une crise éthique souvent. Ah. C'est une crise éthique. C'est parce que souvent, tu es à côté de la plaque. Il y a actuellement une souffrance éthique. Ben. Tu sais, c'est chez le médecin, par exemple, qui est supposé de traiter, il n'a plus le droit de traiter. On a des traitements pour l'ivermectine. Tu sais, j'écoutais ce matin une chercheuse de pointe qui parlait de la difficulté qu'elle avait de faire accepter l'ivermectine comme un traitement efficace. Elle essaye de publier dans la revue Cochrane, dans l'organisation Cochrane. Ils l'ont refusé. Tess Lawrie, qu'elle s'appelle, je pense que c'est une Anglaise. Écoute, c'est hallucinant. Alors, il y a une souffrance éthique, tu sais, où tu n'es plus autorisé comme médecin à dire à ton patient ou ta patiente, voilà ce que j'en pense de cette injection-là. Tu es susceptible de te faire ramasser par le Collège des médecins si tu vas à l'encontre, pas de la science, de la santé publique. Tu comprends? La santé publique, ce n'est pas la science. Distinction, oui, tout à fait. Il faut faire une distinction entre ceci et cela, tu sais. Oui. Sur le plan éthique, tu parles de la médecine, des articles là, de scientifiques, mais pour moi, c'était un choc, une révélation au tout départ de cette crise. Quand je voyais les informations circuler dans les médias de masse, pour moi, c'était un choc éthique. C'était comment les médias peuvent se permettre de créer un trauma comme ça. Pour moi, c'était clair que c'était ça qu'il y avait derrière cette façon de présenter le nombre de morts absolus. Je me disais, mais où est l'éthique journalistique? Alors, comme tu dis, on est dans une crise éthique, crise spirituelle, crise de tout, mais entre autres de l'éthique. De l'éthique, tu sais, de sentir que ce que tu fais, tu y crois. Tu ne fais pas quelque chose parce qu'on te l'a dit, là, ou qu'on te l'a prescrit. Tu fais quelque chose parce que tu y crois. Tu sais que ça va être utile, nécessaire, mais tu utilises tout l'armatorium et puis tu pars avec l'idée qu'il faut respecter la personne que tu as en face de toi parce que c'est lui ou c'est elle qui prend la décision. Ce n'est pas ta vie, c'est la sienne. Puis elle a le droit elle a le droit de se tromper aussi. Puis elle a le droit de ne pas adhérer à tes propres croyances comme intervenant, que tu sois médecin, psychologue, psychiatre, peu importe, là, travailleur social. Ta solution, ce n'est pas nécessairement une bonne solution pour l'autre. Il faut respecter ça. Puis ça fait partie de l'ADN de la profession médicale, ce consentement libre et éclairé. Puis tu vois, c'est complètement bafoué actuellement. Oui, tout à fait. Alors, comme le droit de parole, ça fait partie, il y a une discussion constante dans la science, dans l'esprit de la science, c'est l'investigation, le doute. Puis ça, c'est non, là, maintenant, écoute la science. Je suis la science. Ça, c'est Fauci qui dit ça. Je suis la science. Pour qui tu prends chose? Hey, oui, tu sais, descends au ras des pâquerettes, là. Un petit peu d'humilité, s'il te plaît. Ah oui, on est rendu loin. Tu es un personnage dans cette histoire. Tu es en train de jouer un rôle là, surdimensionné. Tu te prends pour Dieu le Père. Tu n'es pas un demi-urge, là. Tu sais, c'est un instant. Puis les gens croient ça parce c'est ça, j'ai l'impression qu'on les a éloignés. Tu sais, tu disais tout à l'heure ce que tu crois, mais ce que tu crois, c'est aussi l'intégration de tes expériences, tes connaissances. Oui.
tout Oui. ce que tu as acquis durant ta vie, ben, ça forme une connaissance interne, puis on peut appeler ça croire. Ben, les gens, j'ai eu l'impression, ont été déformés, éloignés de cette capacité d'être en contact avec leur expérience, tout ce qui est nécessaire pour eux, pour prendre une décision, autant comme professionnel que comme personne humaine. Puis on est là-dedans. Alors, quand la science parle, quand en fait des personnages parlent, ils sont comme attirés, comme si on leur a appris à les croire plus qu'à se croire eux-mêmes. Et on est dans une crise où on est poussé un peu à revenir. C'est tellement absurde maintenant. On est poussé à revenir vers soi, puis se demander, ben, qu'est-ce qui est important pour moi? Comme tu dis, c'est quoi le risque? Le risque que je veux prendre pour vivre, moi, même si je suis un peu à côté de ce que le gouvernement ou la santé publique me dit de faire. Oui. Puis l'expérience de la maladie est une expérience nécessaire. L'expérience de sa vulnérabilité, c'est une expérience nécessaire parce qu'on ne s'en sort pas. On ne s'en sortira pas vivant de la vie. Tu sais. On va s'en sortir transformé. Pour ça, Thich Nhat Hanh, qui est décédé, qui est décédé récemment, puis ça l'affecte évidemment toute la communauté. Tu sais. On a un attachement, parce qu'on a un attachement à un personnage. Mais il disait dans son livre « L'art de vivre », il dit « Je ne mourrai jamais ». Comme il dit, le nuage, il ne meurt jamais, il change de forme. Tu sais, c'est comme, à un moment donné, il devient de la neige ou de la grêle ou de l'eau, où il ne se manifeste pas comme pluie pour le moment. Il danse, puis il change de forme. Non, moi, j'ai toujours eu une fascination pour les nuages. Je regarde les nuages. J'étais petit, je regardais les nuages. Un coucher de soleil, s'il n'y a pas de nuages, c'est pas beau, là. Il y a des nuages là, qui prennent des couleurs. Là. C'est un spectacle. Alors, dans le Grand Nord, comment j'ai vu de tes photos, là, je me suis dit, tu retrouvais quelque chose. Merci, Lucie. Merci d'être là. Merci de prendre ces belles photos, de nous transmettre ça. C'est un cadeau de la vie. Parle-nous de ça. De quoi? De l'expérience, de la lumière. D'être ici. Ah oui, d'être dans le Nord. Bien, comme tu dis, moi aussi, même ça me gênait au début de parler de ma fascination pour le ciel. C'est vraiment drôle. Au début de cette crise, je me trouvais plutôt à la mer. Et puis, je disais aux gens comment j'étais fascinée par les couleurs du ciel qui sont inimitables. Il n'y a pas un peintre qui peut peindre un ciel aussi beau que la nature le fait. Alors, c'est pareil. Bon, je me suis rendue dans le nord de la Suède, Kiruna, qui est l'une des villes les plus au nord. Bon, j'étais à la chasse aux aurores boréales, j'en ai pas vu. Mais j'ai vu des nuages qui prenaient des couleurs extraordinaires avec le coucher du soleil qui s'éternise à ce temps-ci de l'année. C'est comme s'ils nous taquinent, ils restent dans le ciel très, très longtemps, puis à un moment donné, il commence à faire noir, puis il fait noir longtemps. Mais les couleurs des nuages, c'est extraordinaire. Puis moi, cette découverte à travers la crise, j'ai redécouvert la nature. Je me suis redécouverte comme être vivant. Et puis, j'ai aussi, je pense, j'ai fait la paix avec tout ce qui nous entoure, qui est vivant. Et pour moi, on doit le respect à tout ça. Alors, c'est une occasion unique qu'on vit en ce moment parce que le système dans lequel on vit, il est tellement robotisé, déshumanisé, transhumanisé, on dira éventuellement, que si on ne le veut pas, tu sais, il y en a plusieurs comme toi, probablement, qui disent on n'en veut pas de ce monde-là. On ne veut pas vivre dans un monde où on évite tout le temps tout, où on est surveillé. Tu parlais de la passe tout à l'heure, la passe vaccinale. On sait que ce qui est visé, c'est cette ultra-surveillance de l'être humain. On n'en veut pas de ça. Mais si on ne veut pas ça, que veut-on? Puis moi, je suis beaucoup plus là. Puis j'ai eu la chance que j'ai choisie, que j'ai faite, de vivre en Suède durant cette crise-là. Parce que ça aurait été insupportable pour moi de voir les gens masqués. Vous êtes beaucoup plus courageux que moi. Moi, quand je voyais des gens masqués au départ de la crise, la soumission, tu sais, l'aspect psychologique de ça, il me sautait tellement aux yeux que je ne pouvais pas
m'empêcher de m'arrêter à chaque fois, à chaque personne. Alors, je ne finirais pas, là, si j'étais au Québec en ce moment, je ne ferais que ça à temps plein. Ouais. Et puis, en étant ici, ben, j'ai vécu un pays quasi normal, quasi, pas tout à fait normal, mais quand même. Et je peux comparer. Alors, quand j'entends Legault, Trudeau parler, insister sur la vaccination, ça m'ouvre les yeux aussi parce que j'entends exactement le même discours dans d'autres pays européens, pareil. Exactement cette même insistance à la vaccination. Plus aucune considération pour la crise qu'on vit, qui est une crise multiple, une crise de la santé, bien sûr. Il y a des gens qui sont malades, mais malades physiquement, psychologiquement, économiquement. Tout ne va pas bien, tout va mal. On n'entend pas parler de ça. On n'entend que vacciner, vacciner, vacciner. Ouais. C'est que pour moi, c'est trop évident qu'il y a une direction mondiale qui est prise, où on insiste là-dessus. Puis là, ben, c'est sûr qu'on est curieux. Pourquoi? Pourquoi cette vaccination à tout prix? Puis ça, pour moi, c'est une étape aussi, parce que comme tu le disais tantôt, c'est peut-être pas tant la vaccination que cette fameuse passe, là, qu'on essaye de passer partout. Mais la bonne nouvelle, parce qu'on est là aussi pour donner de l'espoir puis aider les gens, la bonne nouvelle, c'est que ça tombe un peu partout. En Angleterre, en Irlande, en Espagne, dans plusieurs pays, ça tombe, ça passe pas la passe. Oui, ça tombe parce que c'est pas ça c'est pas ça une vie humaine pour moi. Tu comprends? Une vie humaine, et c'est une des choses que j'ai beaucoup appréciées dans le bouddhisme, c'est le Bouddha, il a dit, croyez-moi pas. Faites l'expérience. Je vous invite à prendre le chemin. Prenez le chemin. Moi, je l'ai pris. Et je récolte les fruits de ça. Et je vous les partage. Mais je ne peux pas partager l'expérience. Il faut que vous la viviez. Tellement important ce que tu dis là. Parce qu'on aime savoir intellectuellement, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Le savoir intellectuellement, on apprend des choses, puis il nous en manque des bouts. J'ai certainement dû te parler à un moment donné là, de cet enfant-là qui était venu me voir à 8 ans. Oui, ça me dit quoi? Écoute, j'étais jeune docteur, puis j'avais prescrit de quoi pour son otite, et puis il avait le tympan bombé, puis j'ai prescrit l'antibiotique qu'il fallait, en tout cas, celui que je pensais qu'il fallait. Et puis, je l'ai revu 2 semaines plus tard pour vérifier si son tympan avait éclaté ou pas, là, si le tympan était intact ou non. Puis, il rentre dans mon bureau, je le revois encore. Je n'avais pas d'enfant à l'époque. Et puis, il me regarde, il dit « Toi, là? » Je dis « Ouais. » Il dit « As-tu goûté à ton sirop? » C'est bon. Oh, tu me l'avais pas. Sa mère a dit « Parle pas de même au docteur. » Je dis « Non, laissez-les faire. » Il dit « As-tu goûté à ton sirop? » J'ai dit « Non. » Et puis, il dit « Tu y goûteras. » J'y ai goûté. Puis j'en ai plus jamais represcrit. Ah, tu vois, lui, c'est un expert du goût du sirop. Alors, moi j'étais un expert de la bactérie puis de l'antibiotique, mais lui, je n'avais pas goûté. J'étais passé à côté de l'expérience de savourer le truc. Il est venu m'éveiller, il est venu m'instruire, il est venu m'éduquer. Il est venu compléter ma formation, dans le fond, là, tu sais, parce que lui, il avait une expérience directe, ce qui me manquait, moi. Mais l'innocence de l'enfance, écoute, il t'a dit une phrase qui devrait être appliquée partout. Moi, bon, j'ai fréquenté beaucoup aussi le monde médical avec mes parents qui ont été assez malades un bout de temps. Puis là, souvent, je me disais, ce que ce médecin-là recommande, il se rend-tu compte de comment c'est violent, comment c'est difficile, comment c'est insupportable pour le patient de faire ça? Alors, moi, je pense comme toi, je me dis, on ne devrait jamais prescrire, recommander quoi que ce soit qu'on n'a pas expérimenté ou encore, on devrait présenter différentes alternatives puis laisser vraiment à l'autre le choix de décider ce qu'il veut faire. Ah, c'est ça, c'est l'empowerment. Pour moi, ce qui est important, c'est l'empowerment. Mais ça passe par l'expérience. Il faut que ça passe par l'expérience directe.
faut pas que ça passe juste par le mental, l'esprit. Là, tu sais. J'ai appris ça, donc je le sais. Tombe en amour, tu sais, c'est comme la fameuse histoire, tu sais-tu la différence entre manger des peanuts et faire l'amour? Tu sais, il me racontait ça quand j'étais petit gars. Je dis, non, non, tu continues à manger des peanuts. Alors, quand tu as fait l'amour, tu sais la différence entre manger des peanuts et faire l'amour. Tu sais. Il faut que ça passe par l'expérience, pas juste par l'idée. Tu sais. Alors, l'expérience, c'est riche. C'est riche, puis ça se traduit pas en mots. Tu comprends? C'est comme, il faut vivre, il faut être tombé en amour pour voir ce que c'est. Quand on C'est pense bouleversant, dérangeant. tomber en amour, oui. Comment on n'est pas parfait quand on tombe en amour. Mais ce que tu dis là, c'est tellement pertinent maintenant parce que je sens que moi, je me souviens très jeune, j'avais 20 ans, puis j'écoutais des gens qui étaient des révolutionnaires, tu sais, qui parlaient fort. Puis là, je me disais, ces gens-là, ils font juste parler. Leur vie ne correspond pas du tout à leur discours. Puis en ce moment, mon Dieu, si on est dans un moment où c'est le temps d'expérimenter et on a appris la passivité, on a appris à faire confiance à des experts. Puis parce qu'on n'a pas cette expertise-là, on ne sait pas trop quoi faire. Tellement envie de dire, on ne peut pas dire à l'autre quoi faire, mais j'aimerais tellement que chacun comprenne qu'il s'agit de faire confiance minimalement à son bon sens, à ses intuitions, son instinct, puis essayer quelque chose, une petite chose qui t'amène à vivre une réussite, par exemple, et avoir confiance. Parce que dans ce qu'on vit en ce moment, Robert, on a jasé beaucoup, on a parlé beaucoup, mais chacun doit faire une expérience d'affirmation, une expérience d'assumer ses propres choix, une expérience de désobéissance civile, mais une petite, toute petite pour gagner cette confiance-là, puis aller de l'avant. Puis imagine si on est, je pense, aux 100 moines qui entouraient Thich Nhat Hanh. C'est ça l'idée, c'est que ces 100 personnes-là, ces milliers de personnes-là qui ont fait l'expérience d'une forme de liberté quelconque dans leur propre vie, ça émane un peu comme l'amour que tu as ressenti de ce moine. C'est une énergie qui transcende le physique. C'est ça qui encore là, tu peux en parler, je peux en parler d'une expérience comme ça, mais il faut la vivre. Tu sais. Il faut la vivre un peu comme quand tu es en contact avec un de ce que j'appelle ces grands êtres. Tu sais. Puis des grands êtres, là, c'est des gens qui se sont affranchis de leur peur. Comme toi, je te considère comme un grand être. Tu t'es affranchi de tes peurs. Puis tu agis avec générosité. Tu m'inspires, Lucie. Honnêtement, là, je te le dis là, du fond du cœur. C'est comme... C'est très précieux ce que tu fais. C'est essentiel, c'est vital. C'est vital pour toi. C'est vital pour les autres aussi, qui reçoivent, qui accueillent cette énergie, cette liberté dont tu fais l'expérience. Puis t'en témoignes gentiment. Tu dis, devenez libre. Libérez-vous d'abord de vos peurs, de vos conditionnements, du souci de faire plaisir à l'autre. Mon docteur va être content si je vais passer cet examen-là, mais tu devrais t'en crisser que ton docteur soit content. Il faudrait que tu fasses ça parce que toi, tu sens que c'est bon pour toi, pas parce que ça fait plaisir à ton docteur. Tu comprends? C'est à lui à te faire plaisir, c'est pas à toi, il fait plaisir. C'est l'inverse. Je vais aller passer mon examen. Mon docteur, ça va la calmer. Ça va le rassurer, oui. Mais tu vas passer ça pour que le docteur soit mieux dans sa peau. Pas pour toi être tu sais, c'est comme, on est fou raide, là, tu sais. Alors, non, mais il faut s'en rendre compte à un moment donné pour dire, ça n'a pas d'allure, ça, là. Ça n'a pas de bon sens, tu sais, pour éviter d'être malade. Mais non, mais vous allez avoir l'expérience d'être malade un jour ou l'autre. Et puis c'est une expérience essentielle. Tu as une maudite grippe, là. Après ça, là, puis tu respires bien par le nez après. Là. Hey, quel bonheur de respirer par le nez. Non, mais c'est vrai, on oublie ça à quel point la maladie a son rôle à jouer, puis on oublie à quel point c'est bon d'être en santé, mais tu sais, si tu n'as jamais eu de misère à pisser, tu ne sais pas comment pisser, c'est important. Si ta prostate, toi, tu n'as pas de prostate, tu es bien organisé.
Mais nous autres, on a une prostate, les gars. Fait OK. qu'à un moment donné, elle grossit, puis elle bloque un peu, puis ça, tu sais, ça empêche la libération de la vessie. Mais juste être capable de pisser correctement, là, ça a l'air nono, hein? Mais Mais si tu n'as jamais eu de trouble, là, tu le Oui, sais à quel point c'est c'est bon bon d'être bien. C'est bon d'être bien. Alors, des fois, il faut faire l'expérience d'être mal pour retrouver le bonheur d'être bien. d'être Comme bien. J'étais jeune, j'avais des menstruations très pénibles. Puis je me disais, comme femme, on a cette chance-là à chaque mois de souffrir pour après jouir de la vie. Tellement c'est bon après. Puis je vais te dire qu'en ce moment, il y a tellement un deuil à faire. Parce que tu parles de ça, tu parles de faire plaisir à ton médecin ou à la santé publique ou à Legault ou à Trudeau, tu sais, on pourrait extrapoler. Je me disais, là, ces temps-ci, on a un deuil à faire de sortir du personnage le bon citoyen. J'ai eu l'impression qu'on a revêti ça. Moi, la première, être un bon citoyen, c'est une mission dans la vie. Puis je pense qu'on a vraiment un deuil à faire, de dire, OK, qu'est-ce que c'est ça, être un bon citoyen? Jusqu'où ça va maintenant? Est-ce que ça ne va pas jusqu'à des frontières qui sont rendues malsaines, absurdes? Et puis, c'est un deuil à faire parce qu'on doit se dégager d'une image de soi. C'est très difficile, Robert, très, très difficile pour aller vers le néant parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a d'autre à part être un bon citoyen. Il y a être soi. Puis être soi, ce n'est pas nécessairement être une mauvaise citoyenne. Puis ce n'est pas nécessairement être égoïste. C'est vraiment être authentique. Puis c'est pas de dire à tout le monde ces 4 vérités. Tu sais, des fois, il faut faire attention. C'est juste être dans la gentillesse, comme tu dis, dans l'intégrité, la gentillesse, l'amour, la bienveillance. Mais on a comme confondu les deux, être un bon citoyen, puis être toutes ces qualités-là. Alors que ce n'est pas la même chose, c'est des accroires. C'est difficile de dire ça pour nous, parce que c'est comme si on a traversé certaines étapes. Moi, j'ai l'impression d'avoir traversé l'étape bonne citoyenne parce qu'on m'a, on m'a rentré dedans. Oui, bien, ça a fait du bien. C'est un peu comme le mal dont tu parlais. Ça m'a fait tellement du bien qu'on a nui à ma réputation parce qu'après, j'étais libérée. J'étais libérée de cette réputation-là. Je n'étais plus personne. J'étais une personne humaine qui pouvait s'adresser à d'autres personnes humaines. Ce deuil-là, je pense on est tous un peu là-dedans. Oui, ouais, puis se sortir de l'image, c'est très, très précieux ce que tu dis là. Tu vis ça, toi aussi? D'une certaine idée qu'on se fait de soi, là, tu comprends? C'est comme quand tu es mal perçu par certaines personnes, parce que tu es authentique, parce que tu es toi, il faut être capable de dire, l'autre ne me parle pas de moi, il me parle de lui ou d'elle, tu sais. De son regard de son évaluation, de son jugement sur mon comportement. Mais ce n'est pas moi. Ça ne me parle pas de moi, ça me parle de l'autre. C'est comme quand quelqu'un me parle d'une autre personne avec laquelle il est en difficulté. Il ne me parle pas d'autre personne, il me parle de son rapport avec l'autre personne, exact. De son évaluation de l'autre personne. Si on est capable de faire ça, là, moi, je n'arrive pas avec un a priori. Quand je suis arrivé, quand j'ai commencé mon bureau, j'ai hérité des dossiers d'un médecin qui n'était pas loin puis qui prenait sa retraite. Il m'avait catapulté de ses dossiers. Puis je les ai pris, je ne les ai jamais consultés. Ça ne m'intéressait pas. Son opinion ne m'intéressait pas pantoute. Moi, je voulais arriver avec un esprit neuf. Son regard sur l'autre, je m'en fous, là. Tu comprends? Son évaluation, d'autres, m'en fous. Moi, j'arrivais avec des yeux neufs. Puis j'essaie de garder ce regard neuf-là sur les gens, sur toi, sur moi, sur Chantal. Je dis Chantal, je la découvre à chaque jour. J'essaie de ne pas avoir cet esprit que je la connais. Non, tu ne la connais pas, Robert. Arrête de penser que tu la connais. Tu la connais mieux, mais tu ne la connais pas parfaitement. Puis comme tu ne te connais pas parfaitement, puis des fois, je me vois dans des énergies, je suis en tabarnak. Tu sais, c'est comme, alors que j'essaie d'être un gars gentil. Puis ben, j'ai un lion en dedans de moi aussi, des fois. Il n'est pas provoquer le lion, il va sortir. C'est comme d'être capable d'être en contact avec toutes ces énergies-là sans se faire
charrié par ces énergies-là. Oh, regarde-moi donc ça, regarde-moi donc aller. Tu sais, prendre, hey, s'asseoir avec cette énergie-là, s'asseoir avec ses larmes, s'asseoir avec, tu sais, faire la paix avec la totalité de qui on est. C'est compliqué, un humain, là, tu sais. On est des petites bébites compliquées. Alors, honorer ça, accepter ça, puis dire des fois, qu'est-ce que ça me dit en dedans? Ça a-tu de l'allure ce que le premier ministre me dit? Ça a-tu de l'allure ce que Arruda me dit? Ouais, non. Moi, là, non. Parce que je sais des choses. Je sais de quoi j'ai besoin. Je sais que j'ai besoin de liens. Quand on me dit, va pas voir ton petit-fils, là, il pourrait te tuer. Non, mon petit-fils, il ne me tuera pas. Je ne suis pas inquiet, pas en tout. Il peut me transmettre un rhume. Je suis capable de vivre avec ça. Je suis capable de. S'il me transmet ça, ça va stimuler mon système immunitaire. Je me fais confiance. Je ne dis pas que je ne fais pas confiance à la science. Je dis je me fais confiance avant de faire confiance à la science. La science s'est souvent trompée. Puis la science nous a aussi trompés. Je le sais, ça. Je le sais qu'actuellement, la science est dans les mains des gens qui utilisent la science pour vendre des produits, puis qui ne sont pas scientifiques pour 2 cents parce que la réalité, des fois, on veut la trafiquer pour réussir à pousser notre produit, là, puis s'en mettre plein les poches. On peut-tu reconnaître ça? Reconnaître qu'il y a une avidité humaine chez certains humains qui fait que la réalité, ils vont la tripoter pour réussir à te... Ben, c'est être conscient, ça. C'est être conscient. Pas dire c'est des méchants, non. C'est des membres d'une communauté capitaliste à mort, dans un système qui valorise... Je ne suis pas millionnaire, je suis milliardaire. C'est mieux. Puis pas juste milliardaire, multimilliardaire. Puis là, j'en ai du pouvoir, puis là, je me sens invulnérable. C'est pas ça, la vie humaine. C'est pas se prendre pour Dieu le Père. C'est être disponible, c'est être présent, c'est être vulnérable. C'est pas chercher l'invulnérabilité. C'est pas chercher à tout contrôler. C'est accepter. Tu tombes en amour, il y a une chute. C'est pour ça qu'on appelle ça you fall in love. Tu tombes en amour. Tu perds le contrôle de ta vie. Là, ce que tu as dit, c'est vraiment important. Puis ce qui leur appartient, ça leur appartient à ces gens-là, là, pour qui l'argent, c'est important. Mais ce que tu dis par rapport à toi puis ton petit-fils, c'est ce qu'on a oublié, c'est de prendre des décisions pour soi-même. Le bien commun a tellement joué dans l'esprit des gens parce que là, ce qu'on leur a fait à croire, c'est la décision que tu prends pour toi va avoir un impact sur le système de santé. Maintenant, on le sait. Je pense que la plupart des gens savent que le système de santé ne sont pas responsables de ça. C'est plus des décisions gouvernementales qui ont été prises dans le passé. Alors, est-ce qu'on peut revenir à prendre des décisions pour soi-même? Parce que si, par exemple, toi, tu dis, le contact avec mon petit-fils est tellement important, je suis prête à assumer ce qui va se passer sur moi. Toute personne, peu importe son âge, peut prendre cette décision-là. Et je me souviens au tout début, moi, j'étais offusquée qu'on prenne des décisions pour les personnes âgées. On les a tenus en captivité en décidant pour eux qu'ils n'avaient pas le droit de voir qui que ce soit, de sortir de leur appartement, de sortir s'il n'y avait pas de masque. Je me souviens, ma tante, qui a dans les 90 ans, elle me disait, Lucie, en voulant dire, c'est-tu normal? Et il me supervise dans ma promenade extérieure. Sinon. Puis elle me disait, Lucie, ils me font penser que c'est un caprice quand je vais aller marcher dehors. Sinon, c'est pas un caprice, ma tante. Écoute, Robert, on a fait un bon bout de chemin. Ben oui. Si on peut apprendre de ça, si on peut apprendre sur ces pièges, si on peut mettre à jour les peurs qu'on a. On a besoin que l'autre soit content de nous autres. Non, il faut être content de soi. C'est comme, moi je dis, quand tu vas bien, tu vas faire, t'es bon. T'es bon, puis notre job, c'est d'être bien, de continuer à préserver notre intégrité. On ne peut pas déléguer ça au ministre de la Santé. Mon intégrité, elle ne dépend pas du ministre de la Santé. Il a son opinion là-dessus. Je la respecte, je l'écoute, ça fait sens ou ça ne fait pas sens. Si ça ne fait pas sens, je m'écoute avant de l'écouter. C'est simple comme ça. Alors, bon,
faites-vous confiance. C'est ça le mot d'ordre, faites-vous confiance, mais tu sais, je pense que on fait toujours ça pour aider, hein, Robert, nos petites vidéos. Et je pense que de l'entendre d'un médecin, des fois, ça aide. On est à cette époque-là où on fait confiance à l'expertise d'une personne qui est étudiée dans le domaine. Mais j'espère que progressivement, chaque personne fera davantage confiance en eux-mêmes, en elle-même, comme tu le dis. Je vais te dire autre chose aussi. Une des... Ashley Montague, qui est un anthropologue extraordinaire, il a dit d'ailleurs, on ne devrait jamais se spécialiser avant l'âge de 60 ans. C'est vrai, c'est bon ça. Puis je me dis, tu vois, les gens de la santé publique, souvent, ce qui leur manque, c'est le contact direct avec le patient. Tu comprends? Si tu n'as jamais été en contact, si avant de faire une spécialisation médicale, tu faisais 2 ans, 3 ans de médecine générale, médecine de famille, appelle ça comme tu veux. C'est plus beau, là, médecine de famille, là c'est une spécialité. Là. Moi, j'appelle ça médecine générale, mécanique générale. Alors, mécanique physique générale, OK. Mais tu sais, ça te rend humble. Ouais. Ça te permet de rentrer, de dire, je suis en face de quelque chose d'unique. C'est une personne singulière, unique, et je vais la traiter comme cette personne mérite d'être traitée. Pas comme tout le monde, comme elle. C'est de quoi a besoin cette personne-là? Puis je vais essayer de répondre correctement à son besoin. Si je suis capable, évidemment, d'y répondre. Des fois, les attentes sont trop élevées par rapport à la médecine et aux médecins. Puis il faut être très capable de dire ça. Non, ce que vous me demandez là, je ne suis pas capable de vous le procurer. Tu sais, c'est comme la garantie que vous allez être éternel. Je ne peux pas vous garantir ça. Mais je vais faire de mon mieux pour vous aider à mieux traverser les difficultés inhérentes à la vie. Mais il y en a des difficultés, puis vous allez en traverser, puis moi aussi. Moi comme intervenant, moi comme médecin, moi comme papa, moi comme grand-papa, moi comme ami. À un moment donné, on se fait brasser à la cage. C'est comme ça. Il faut accepter ça. Il faut accepter ça, même dans la pratique médicale. Oui, puis on grandit ensemble. C'est l'autre qui nous fait grandir. C'est le contact avec l'autre qui est essentiel. Tu sais. Alors, c'est ça l'expérience humaine. Bon, viens pas me dire, méfie-toi de l'autre. Non. Profite de l'autre, fais-y profiter de toi. Tu sais, c'est comme enrichissons-nous les uns des autres. C'est ça que les troqueurs nous disent. Des fois, la solution, elle ne vient pas de l'expert. Elle vient de la base. Elle vient de la main-d'œuvre. Je me souviens d'avoir utilisé les gens qui sont là, qui sont essentiels, mais qu'on ne voit pas, qui œuvrent dans l'ombre, mais qui sont essentiels. Bien plus que les docteurs, des fois. Essentiels, lucides. Oui. Puis près des gens, sur le terrain. J'aimerais ça, à un moment donné, qu'on vienne justement sur ce que tu as ouvert, là, juste avant qu'on conclue, c'est que je réalise que, bon, la médecine, mais toutes les autres sciences, c'est auto-protégé. Mais en s'auto-protégeant, elle est devenue tellement loin de la réalité qu'elle n'a pas voulu prendre aucune chance. Puis c'est là, on est rendu dans un statut d'hyper-précaution qui n'a plus aucun rapport avec la réalité. Ça, c'est une chose. Puis l'autre, c'est, tu parlais de la santé publique. Bon, je pense qu'on a entendu parler au Québec qu'en Angleterre, le premier ministre s'est fait prendre les culottes baissées, comme on dit. C'est-à-dire qu'il n'a pas respecté les mesures qu'il imposait à la société et pour ça, il a enlevé toutes ces mesures-là. Il faut comprendre que c'est la même chose au Québec, au Canada, là, ces chefs politiques, ces responsables de santé publique ne respectent pas eux-mêmes les restrictions qu'ils imposent. Et la population se fait leurrer là, complètement. Alors ça, on pourra parler aussi de ça, comment on en est venu à ne plus être conscient du tout de la réalité. Puis je le dis souvent, c'est en étant en Suède que moi, j'ai ouvert les yeux parce qu'il était raconté dans les journaux. Ce n'était pas du tout ce qui se passait en Suède. Et je le dis souvent, il faut être à quelque part, il faut être sur le terrain, comme il faut être dans les hôpitaux pour pouvoir parler des hôpitaux. Ah oui. C'est ça. Alors, on pourra parler de ça. Il y a tellement de sujets, de toute façon, dont on pourrait parler. Merci infiniment, Robert, encore une fois, de nous aider, d'être présent, de te donner autant, d'être si dévoué, l'un parmi si peu de médecins qui osent briser l'omerta.
Alors, Mais moi, merci, tu es important. je suis un citoyen avant d'être un médecin, puis je suis un grand-papa, puis un amoureux de la vie, puis un amoureux des gens aussi. Bien avant tous les rôles qu'on m'a déposés ces épaules. Je pense que notre travail, c'est d'essayer de s'entraider les uns les autres, vraiment. Et de savoir qu'on peut faire une petite différence dans la vie des gens, puis le faire. Pas juste le savoir, le faire. Essayer de faire ce qu'on peut pour soulager, accompagner, épauler, transformer, aider les gens à transformer leur souffrance. Et puis, il y en a de la souffrance dans la vie. Oui. On est là pour les aider. C'est le sens de ta vie, c'est le sens de la mienne, c'est le sens de la vie de Chantal aussi. C'est aider à grandir, à évoluer, à devenir la belle personne qu'on a à devenir. Puis en ce moment, on parle de nous, puis c'est vrai que notre mission, c'est d'inspirer l'entraide. Puis il y a tellement d'entraide en ce moment, je ne sais pas si tu vois passer ça, des offres qu'on n'aurait jamais vues dans le passé, des gens qui offrent de la nourriture, qui offrent un logis, qui tendent la main vers autrui, qui offrent des services, du bénévolat. Alors, on est là-dedans, c'est à la fois grave. Pour devenir humain, il faut c'est ça qu'on fait. Exactement. C'est comme quand tu prennes le Boris Johnson en flagrant délit d'humanité. Ben oui, vous n'êtes pas dirigé par un robot, vous êtes dirigé par un humain, puis il agit comme un humain, puis il la même chose. Il ne respecte pas les règles de la santé publique. Eh bien. Lui non plus. Lui non plus. Pas intégralement. C'est un message qu'il nous passe. Genre de permission. Mais on n'a pas besoin de ces permissions-là. Merci encore, Robert, puis on se dit à la prochaine. Merci à toi, Lucie.